Salam alaikum, Azul, bonsoir. La marche estudiantine d'aujourd'hui a été très violemment réprimée. Les observateurs sur le terrain et les journalistes citoyens parlent de plus de 250 arrestations, à Alger seulement, et de brutalités policières qui ne peuvent se justifier, puisque la manifestation, comme toutes celles qui l'ont précédée, a été très pacifique et ne menaçait d'aucune façon la quiétude publique. Cette répression, cette décision du régime de passer à une autre étape, très vraisemblablement celle de la répression, n'est motivée que par l'intention inavouée de pousser les Algériens à la violence, mais aussi, très certainement et très évidemment, parce que le régime panique, parce qu'il ne parvient pas à se dépêtrer de cette impasse où il s'est lui-même fourvoyé. Il n'y a qu'à écouter les discours à répétition du chef d'état-major pour comprendre que ce régime donne des signes très inquiétants de détresse. Il ne sait plus quoi faire, puisque toutes les opérations de subversion, de contre-révolution, pour diviser les Algériens et les inciter à la violence, n'ont pas eu l'effet escompté. Il est alors entré dans une sorte de fuite en avant, dans l'improvisation la plus totale et même dans la violence. Les interpellations, les incarcérations et les brutalités policières de ces derniers jours, rajoutées aux folles rumeurs qui circulent sur le net au sujet de M. Ahmed Gaïd Saleh, ne laissent plus de doute sur une montée en cadence de l'option répression. Pour le moment, nous considérons que les forces dites de l'ordre, restent modérées. Elles semblent rechigner à la tâche et appliquer avec beaucoup de réticence les ordres de leur commandement de taper dans le tas et de ne pas ménager les manifestants. Très franchement, et pour le moment, les policiers restent mesurés, comme s'ils étaient acquis au mouvement de contestation, comme s'ils étaient sensibles au slogan des manifestations « Shorta Khawa Khawa ». Mais ce n'est pas le cas de tous les policiers, puisque nous avons observé un comportement absolument révoltant de certains de leurs collègues. Mais sinon, c'est loin, très loin, d'être le cas des magistrats, ce corps le plus corrompu du régime, et qui n'hésite pas à appliquer avec un zèle, mais alors un zèle honteux, les injonctions de la junte d'incarcérer des centaines de militants hirakistes. Et ainsi, pendant que le peuple algérien fait montre d'une patience à l'épreuve de la violence et de la contre-révolution, un peuple qui se montre aussi déterminé qu'au premier jour de sa révolution pacifique, pendant que la contestation ne s'essouffle ni ne faiblit, le régime semble être traversé par des convulsions et des luttes au sommet qui laissent augurer que les équilibres du régime vont bientôt être bouleversés. Les rumeurs qui circulent sur un chef d'état-major qui a disparu des radars, totalement disparu des radars depuis plusieurs jours, et qui ne s'exprime plus, lui qui en arrivait à nous bombarder de 4 discours par semaine, laisse penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose concernant M. Ahmed Gaïd Saleh. Le chef d'état-major ne peut pas ne pas faire d'apparition publique
à un moment où les rumeurs les plus folles circulent sur son éclipse. Alors, wait and see, comme ils disent, et vigilance, vigilance extrême. Tant que les manifestations resteront pacifiques et tant que les médias honnêtes, notamment celles des journalistes citoyens qui activent sur le net aujourd'hui, continuent d'éclairer les opinions publiques, nationales et internationales, ce régime n'osera pas se servir de ses habituels moyens de répression pour tuer la révolution du peuple algérien. Et ces journalistes citoyens, qui sont les meilleurs reporters d'Al-Magharibiya, veillent au grain. C'est pour cela qu'ils sont interpellés avec autant de brutalité. Mais ce régime se trompe, et il se trompe lourdement, s'il croit qu'il peut réduire au silence et à la désertion cette véritable armée de journalistes citoyens. Ali, tu m'entends? Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus. Ils sont tous morts ou en prison. Si tu sors maintenant, tu auras un procès régulier. Allez, décide-toi. « 8 octobre 1957, 8 octobre 2019, cela fait 62 ans que Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Petit Omar et Mahmoud Bouhamid ont péri à la suite du plasticage de la cache où ils se cachaient dans la Kasbah, plasticage effectué par l'armée française, par les légionnaires de colonel Bijar. Nous commémorons aujourd'hui le 62e anniversaire de leur sacrifice. Rabbi yarham shuhada. Algérie, mardi 33, montée en cadence de la répression. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Nazim Taleb, Mouvement Rachad. Nazim, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons avec nous Fatih Titouche, militant politique, en Skype.
Et Abd Jabbar, étudiant à l'université d'Alger, qui nous a demandé de l'appeler un peu plus tard, que nous allons donc rappeler dans quelques minutes. Et nous allons essayer de joindre Jamila Harshawi, si nous pouvons, depuis le Canada. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas rejoints. Alors, Nazim Taleb, aujourd'hui, donc 33e mouvement des étudiants, marche, manifestation à travers tout le pays, qui s'est passé un temps soit bien, un peu partout, de façon très massive. Les étudiants ont beaucoup marché ce mardi aussi, sauf qu'à Alger, les services dits de l'ordre ont violemment dispersé la manifestation et ils ont embarqué, nous dit-on, ça reste à confirmer, plus de 250 étudiants qu'ils ont relâchés entre-temps. On vient d'apprendre à l'instant qu'ils viennent d'être relâchés, du moins une grande partie parmi eux. D'après vous, c'est quoi ce tournant dans la violence? Malheureusement, c'est un petit peu les mêmes stratégies qui ont été employées par d'autres dictatures militaires, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer la foule, de les diviser, de les infiltrer. Une fois qu'on voit que ce n'est pas possible, on recourt à la violence pour faire peur, dans l'espoir, bien sûr, que ces gens-là reviennent à la maison. Donc, en tout cas, à mon humble avis, cette violence marque un tournant. Dans le sens où le pouvoir réalise qu'avec Al-Mustaqilla, qui a finalement été nommé, on ne sait pas comment, que Al-Mustaqilla, finalement, ce n'est pas Hay'a, c'est une autorité, puisque elle fait maintenant intervenir la police. Que Hay'a, personne ne la contrôle, on ne sait pas comment elle fait son travail, ils n'ont pas réussi à leurrer les gens. Et on se remémore, bien sûr, le discours de Gaïd Salah, où il disait « Le peuple a soif d'aller vers les élections pour voter. Oui. » Et là, il voit massivement un peuple déterminé, un peuple qui n'est pas rentré dans leur combine, pour la première fois peut-être dans notre histoire indépendante, et que finalement, la stratégie qui a été la leur, à savoir aller vers des élections à tout prix, risque de capoter. Pour plusieurs raisons. Premièrement, un rejet massif de ces élections. Finalement, c'est Bouteflika saison 2, puisque c'est toujours les mêmes visages de l'ancien régime. Troisièmement, on assiste à des incarcérations, je dirais même pas des incarcérations, on est revenu à des méthodes de barbouze dans les années 90, c'est des enlèvements, comme on a pu le voir avec comme Karim Tabou, comme Aboumela, comme des gens étudiants, c'est des enlèvements. Des enlèvements effectués par des gens en civil qui ne s'identifient pas, qui ne présentent pas leur pièce d'identité, qui ne présentent pas de convocation. Oui, on a vu dans les vidéos, il vient par derrière et il vous emmène. Et il vous emmène. Et vous disparaissez. Et voilà, et ils nous disent, ils veulent nous faire croire finalement que non, les élections vont tout régler. Non, les Algériens ne sont pas dupes, les Algériens ne sont pas stupides, et ils maintiennent la pression, et ils ont raison de maintenir la pression. Il ne faut surtout pas rentrer dans les provocations de ce régime, à savoir répondre par la violence en utilisant la violence. Ça, c'est absolument pas à faire. Il faut rester, encore une fois, non violent, pacifique, parce que ces coups de butoir, finalement, de mardi, de vendredi, finalement, fait effondrer ce régime. Et comme vous l'avez très bien dit, on voit qu'il y a des choses qui se préparent derrière, puisque le Gaïd Salah, effectivement, il s'est fait le chantre du discours hebdomadaire, en tout cas pendant les jours ouvrés, lundi, mardi, puisqu'il faut qu'il prenne son week-end, et là, plus rien. Alors certains disent qu'il est malade, certains disent qu'il est séquestré. Nous, on ne veut pas rentrer dans la polémique. Surtout pas rentrer dans la polémique. Notre revendication, elle est claire. Mais pourquoi d'après vous, n'a-t-il pas fait d'apparition publique pour démentir justement ces rumeurs? Parce que ce n'est vraiment pas le genre de personne à accepter qu'on répande sur lui de telles rumeurs, surtout à un moment aussi grave, aussi difficile pour ça. Parce que lui, il passe son temps à menacer les gens et à jouer à l'épouvantail, à l'ogre, au monsieur très méchant pour faire peur aux gens. Mais là, il laisse dire qu'il est mort pour certains, qu'il a eu une crise cardiaque, qu'il a eu une poussée de je ne sais pas quoi, qu'il a eu une crise d'hypertension, ou alors qu'il aurait été incarcéré. Pourquoi n'a-t-il pas fait
d'après vous, une apparition publique sur les chaînes de télévision? C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas peut-être rentrer dans la polémique, savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe qui est-ce qui va remplacer le Gaïd, qu'il soit remplacé ou pas remplacé, la revendication principale du Hirak doit être Dawla Madaniya, Machi Askaria. Peu importe c'est qui va le remplacer. Si il est remplacé par des gens modérés, qui réalisent que l'Algérie d'aujourd'hui ne peut plus être gouvernée comme ça a été le cas depuis 1962, tant mieux. Si c'est lui et qu'il réalise que ces élections vont être tout simplement un échec total et cuisant pour lui, et qu'il réalise qu'effectivement qu'il faut qu'on rentre dans une phase de transition réelle, partagée par tout le peuple algérien, d'accord. Mais encore une fois, moi je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a été malade, est-ce qu'il est séquestré, peu importe. L'essentiel, c'est que la revendication reste unique, c'est à savoir Dawla Madaniya, Machi Askaria. Alors, avec nous, Abd Jabbar, étudiant à l'Université d'Alger. Abd Jabbar, merci d'être avec nous. Salam alaikum, akhi. Wa alaikum salam, marhaba bik sidi. عبد الجبار تقدر تقول لنا واش صرا اليوم في المظاهرات هذا نتاع الطلبه وثم العنف الكبير اللي تكلموا لنا عليه بعض الناس اللي كانوا في الساحه تقدر ولا الاعتقالات يعني اللي تحسبوا بالمئات على حساب ما سمعنا. تقريبا هما 250 اعتقال الله اعلم. كاك سمعنا حتى احنا. منهم ناس ترفدوا داروا لهم بيفيات وطلقوهم. ومازال عندنا اخ واسمه فؤاد طالب في جامعه باب الزوار مازال لحد الان سيدي عبد الله الله اعلم داو لسيدي عبد الله. وثاني ماشي كان كاين قمع ولا عنف برك. كان كاين اليوم نظام استعماري ضد شعب محتل. لهالدرجة لهالدرجة وكثر. ضربوا عجايز، ضربت عجوزة مريضة بالكونسير. بابا ضربنا اليوم صرا فينا قمع، اليوم القمع صرا. ولا كيفاه بداو هذا العنف هذا كيفاه بدا يعني كيفاه صارت واش من وقت اسكو انتم بديتوا تمشيو ومن بعد تدخلوا هما ولا ما خلاوكمش تلموا من الاولى بعد؟ هما اصلا احنا نهار اللي نروحوا شويه روطه. يعني هما كانوا يرفدوا ديجا في تحت شهداء. رفدوا الناس اللي موالفين يرافقوكم يعني المدنيين اللي يمشيوا مع الطلبه. المدنيين اللي يمشيوا مع الطلبه عامه الشاب. موراها بدات المسيره تمشي لحقت القواس تقريبا. ايوا. بدينا نافونسيو تما بدات التشتت ديالنا تما شتونا تلقاهم من كل بلاصه دسينا نهبطوا من جهه البرلمان ما قدرناش عاودنا طلعنا ما قسمونا فركتونا يعني ضربوا داروا واش ما ينداش ما كاش كلمه تعبر يعني. وش هي الوسائل تاع العنف اللي استعملوها؟ ضرب يعني ضرب يضربوا يعني يضربوا بالمطرق تاعهم. احنا بعدها انقسمنا. يعني احنا كاين منا اللي هبط دخلنا جهه تحت شهداء تخبينا لهم. وكاين فينا اللي طلعوا الباب الواد. على حسب انا واش قال لي واحد الصحفي صاحبنا لتما قال لي ضربوا بالمطرق تما نضربوا بالمطارق. وفي الجامعات علاه هما ركزوا كلش على الجزائر العاصمه، علاه في الولايات الاخرى يعني ما حاولوش يستعملوا نفس الاسلوب يعني. انا ربما من وجهه النظر تاعي الجزائر العاصمه هي تعكس الصوره تاع الجزائر كافه، العاصمه تاع الجزائر الفيترينا يعني العالم كامل عينيه على العاصمه. ايوه. وهما شافوا باللي الحراك تاع الثلاثاء يعتبر وقود الحراك الجمعه. ولا على حسابك علاه لحد الان ما تعاملوش مع الطلبه كيما تعاملوا معهم اليوم؟ وش الشيء اللي يغير الامور يعني؟ انا بعد ما راهم يقولوا هذه الهضره اللي خرجت قال لك القايد مات ولا القايد نحاوه ولا واش صرالو، زادوا جابوا لنا هذا غريس زاد هضر وهم يشكرونا فيه ويقولوا حافظ 60 حزب وحافظ كذا وحافظ الموتور ما على باليش. حسب الشوفه راهم حابين يرقدوا اللعبه قبل ما تصرى كاش حاجه واحده اخرى. خاطش علاه اليوم واش بينوا لنا انه الشعب كي خرج خوفهم. ايوه بس هما الشعب اللي يرافق الطلبه كل ثلاث يخرجوا
وتفوت الحاله لاباس، يعني شويه يحاولوا يحشروكم، يحاولوا يقلقوكم، يجينيوكم شويه، ولكن ما يضربوش، ما يتصرفوش مع الطلبه بهذا المستوى تاع العنف هذا. لا يعني اليوم الاعتقالات والضرب والقمع اللي كان اليوم كان معبز، كانوا معبزين قفله، كانوا مابيين على بوطون هكذا عبزوا عليهم تاع هادو اليوم لازم يحبسوا ما تخلوهمش يمشوا. جاو معولين يعني عندهم اوامر. عندهم اوامر. دونك شغل النهار اللي يحب انت بوليس يضرب عجوزه ويصرحها ويطيحها وعجوزه مريضه باينه يعني بين قوسين. وانتم الطلبه واش معولين اجتمعتوا تشاورتوا في بعضكم البعض باش تشوفوا واش يعني العمل اللي راح تديروه الثلاثاء الجاي؟ عندكم يعني نداء ربما؟ احنا لحد الان دوكا رانا كما انا نظر على نفسي رحت مع واحد زوج ولا ثلاثه من جماعتنا ابري هبط ديريكت للدار من الضرب هذاك اللي ديناه وكذا، يعني بنادم ما يقدرش يريزيستي يزيد يريح. ايه لكن كاين مجموعتنا انا دوك نقشروا ونشوفوا كيف نديروا، وغير الحراك اللي ما يحبسش، يعني ماشي الضرب اللي يحبسنا. بالطبع بالطبع. كاين واحد المقوله تقول لك وحده والصمود يتعب يد الجلاد. نعم. الحصول اخويا عبد الجبار، كش ما عندكم النداء باش توصلوه للشعب الجزائري ولا هاكم تعرفوا العنوان؟ احنا رانا في الخدمه تاع ولادنا. نوصلوا دوك الا حبيت. اتفضل يزيد فضلك. احنا عندنا اخ طالب واسمه فؤاد، طالب من جامعه باب الزوار. ايه على حساب المعلومات اللي عندنا احنا انه لحد الان مازال موقوف في كوميساريات تاع سيدي عبد الله نوفالفيل. نعم. يعني باش راك قاعد تقول باللي الشرطه تاع الكوميساريه هذا راهم مسؤولين على الامن تاع هذا الطالب هذا، وكش ما يصرى له بعيد الشر ولا حاجه يعني هم معروفين. انا هذا صاحبي شخصيا ونعرفه، وقف معايا في الشده. ايوه. انسان ما عنده حتى حزب معين يعني معاه منتمي ليه، ما عنده حتى حاجه يعاقب عليها القانون، كان دايرها باه يشدوه من هذاك الوقت يرفدوه فيه حتى لدوك. ايوه. يعني يعتبر اعتقال تاسفي. انا كي نوجه نداء منا جميع انسان راهو يسمع، طالب فؤاد من جامعه باب الزوار الا كش ما صرالو راهو في رقبتهم هما. بارك الله فيك، شكرا. وفيك بارك الله. وكي تجتمعوا كش ما عندكم نداء ولا راكم تعرفوا العنوان تاع المغاربيه، مرحبا بكم ومرحبا بكل الشعب الجزائري اللي راهو يقاوم من اجل كرامته ومن اجل الديمقراطيه ومن اجل الشرف تاع الجزائر. وشكرا وبارك الله فيك سي عبد الجبار. ربي يجيب الخير ان شاء الله. شكرا. امين. معنا فاتح تيتوش. فاتح تيتوش, merci d'être avec nous. Merci à vous pour... Allô? On vous écoute, Fatih Titouche. Merci à vous pour l'invitation et à tous les téléspectateurs. Merci, Fatih. Alors, Fatih, donc voilà, c'est un tournant. Nous étions donc déjà sur la dernière ligne droite de cette échéance qu'ils veulent nous imposer pour le 12 décembre, des élections auxquelles personne n'a rien compris, hein, des élections suicidaires quasiment, y compris pour le régime lui-même. Et voilà que dans cette dernière ligne droite, il semble qu'ils viennent de prendre un tournant. Donc ce n'est plus une ligne droite. Et que ce tournant, c'est une montée en cadence de la violence qui vient se confirmer après les interpellations, les incarcérations, les enlèvements, comment dirais-je, les confiscations de téléphones des journalistes citoyens qui envoient les images des manifestations dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette brutale irruption de la répression sur le champ de la contestation? Un régime qui cherche la légitimité, une sorte de façade à exporter à l'international, c'est-à-dire aux gens qui les soutiennent et qui sombrent dans une répression inédite, au moins depuis le 22 février, est un régime à bout de souffle, finissant, qui n'a pas de solution. Parce qu'on ne va pas vendre une élection en réprimant des étudiants,
des personnes âgées, des femmes, parfois même des adolescents qui ont été violentés. Donc c'est un régime qui est finissant. Et par rapport aux policiers parce qu'ils doivent avoir honte en fait d'avoir fait ce qu'ils ont fait, et nous avons le devoir aussi d'interpeller leur conscience, parce que je suis convaincu que tous les policiers ne sont pas à la botte de ce régime-là, et je pense qu'avant qu'ils soient des policiers, ce sont bien des Algériens à part entière. Parfois, et même souvent, ils subissent doublement la peine. Ils la subissent comme tous les Algériens parce qu'ils ont des enfants, ils vivent le même quotidien que nous tous, mais aussi ils la subissent parce que parfois, parfois on leur demande de réprimer des manifestations, de personnes qui demandent des droits. Je ne parle pas de ces manifestations-là, c'est encore pire. Parce que là, les Algériens qui manifestent, les étudiants ou tous ceux qui manifestent ne demandent pas des augmentations de salaire. Non, ils n'ont pas de revendications sociales. Ils demandent la dignité, la liberté, la démocratie. Ils demandent de reprendre, de se réapproprier leur pays, leur nation, de la construire. Et donc, du coup, je pense qu'on doit interpeller la conscience de tous ces policiers pour leur dire qu'aujourd'hui, nous traversons un moment historique. Nous n'allons jamais cesser de le répéter. Et à des moments historiques, il y a aussi des positions à prendre. Et il faudra que ces gens réfléchissent à deux fois avant parce que, comme le disait, je ne me rappelle plus quelle était la dame, je crois même que c'est Maître Nabila qui le disait lors d'une manifestation, où elle disait que non, ça ne peut pas se justifier par le khubza, ça ne peut pas se justifier par le salaire, vous ne pouvez pas le justifier comme ça. Justement, une question peut-être, Titouche, au sujet des policiers, des gendarmes et des journalistes qui sont sous les ordres du régime, qui disent Allah ghalb khubza. Est-ce que le khubza, justement, peut justifier qu'on aille jusqu'à aller à contresens de la révolution de son propre peuple, qui ne demande rien d'autre que l'instauration d'un État démocratique? Et à ce sujet, je voudrais souligner justement que le personnel journalistique de rédaction de la radio nationale a déposé une sorte de préavis de grève. En tout cas, il a menacé d'une grève illimitée contre la censure. Nos collègues de la radio nationale considèrent tout à fait indigne que nous puissions qu'ils puissent, eux, occulter des manifestations de cette envergure, de ne pas parler de l'essentiel, de se contenter de se faire les relais des discours des uns et des autres. Est-ce que justement, les journalistes, ils ne sont pas seulement dans le secteur public, dans le secteur privé. Ces policiers qui en arrivent à faire excès de zèle pour taper sur leurs propres compatriotes avec une hargne à peine descriptible, et qu'ils justifient par le khubza. Non. Elle ne peut pas être justifiée par le khubza. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est inacceptable. Et s'ils se disent qu'ils peuvent se cacher ou peut-être fuir leur propre responsabilité, leur responsabilité individuelle par ça, l'histoire le retiendra et ça ne sera jamais accepté comme justification. Parce que et puis, quand vous parlez des journalistes, et moi je parlerai d'une manière générale aussi, des intellectuels, des artistes, mais quel intellectuel pourrait être indifférent? Y aurait-il un intellectuel sans valeur? Un intellectuel qui serait contre la liberté, un intellectuel qui serait contre la dignité, un intellectuel qui serait contre la démocratie, contre un pays prospère?
Peut-on être intellectuel et être indifférent par rapport à tout un peuple qui milite et qui se bat? On n'est plus dans le militantisme, on est dans une guerre, dans une bataille contre un régime fossoyeur, un régime qui n'a aucune légitimité. Enfin, ils l'ont dit, c'est une Aïsaba qui ont accaparé le pays, ce n'est pas possible. Je ne peux pas aujourd'hui. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne peux pas accorder le titre d'intellectuel ou d'artiste ou de personnalité influente à toutes ces personnes-là qui se taisent, qui ne disent rien. Pourtant, avant le 22 février, nous voyons beaucoup d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, de chanteurs, énormément de personnes que nous voyons parler, faire des lives, afficher leurs activités un peu partout. Aujourd'hui, ils sont silencieux et le régime, justement, travaille ou compte beaucoup sur le silence de ces intellectuels. Quand il ne peut pas les acheter et il ne peut pas leur faire peur, alors il les met en prison. Alors, je reviens à vous dans un moment, Titouche, pour vous demander de nous parler, de nous dire ce que vous pensez de ces folles rumeurs qui circulent sur Ahmed Gaïd Saleh et sur le fait que malgré ces rumeurs, il n'ait pas fait d'apparition publique sur les chaînes de télé qui sont à sa dévotion publique et celles privées qui activent en Algérie. Alors, Nazim Taleb, en attendant de pouvoir joindre Omar Tabet, étudiant... alors, on va le recevoir. Omar Tabet, étudiant à Tizi Ouzou, l'université Tizi Ouzou. Marhaba bik. Omar Tabet, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour vous, pour votre invitation. Merci. Alors, d'abord à Tizi Ouzou, comment ça s'est passé, les manifestations d'étudiants? Oui, effectivement. Aujourd'hui, comme chaque mardi, nous avons déjà dit, dès le début de la contestation estudiantine, que les étudiants seront déterminés et ne vont pas déserter les lieux jusqu'au bout. Parce que si vous avez remarqué qu'il y a trop de polémiques qui passent sur Gaïd Salah, qui passent sur ceci, par cela, nous avons dit que nous serons déterminés pour une transition démocratique. Ils veulent à tout prix étouffer le mouvement. Ils veulent à tout prix faire peur aux gens, aux étudiants avec la répression, etc. Mais aujourd'hui, les étudiants sont sortis en masse à Tizi Ouzou. Et il n'y a pas eu de répression à Tizi Ouzou? À Tizi Ouzou, c'est difficile pour eux de faire la répression parce qu'à Tizi Ouzou, c'est une tradition. Ils ont peur de faire la répression à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, la peur a changé de camp, contrairement à Alger. À Alger, ils n'arrêtent pas de frapper les étudiants chaque mardi et chaque vendredi avec les citoyens. Et ils n'arrêtent pas C'est comme, Omar Tabet, c'est comme s'il voulait nous suggérer par des messages subliminaux qu'ils distillent comme ça, qu'ils instillent. C'est comme s'ils voulaient nous dire la Kabylie n'est pas l'Algérie. Hein. En Kabylie, on ne saisit pas les drapeaux amazirs. En Kabylie, on n'envoie pas les flics taper du manifestant. En Kabylie, on laisse les gens manifester comme si la Kabylie était une république à part. Et Alger ou dans les autres villes qui osent sortir, qui osent manifester, ou alors quand sa junte veut faire l'exemple, c'est hors de Kabylie. Ils vont à Alger et ils tapent dans le tas. C'est comme s'ils voulaient nous faire comprendre que le traitement de la même question s'opère différemment selon qu'il s'agisse de la Kabylie ou du reste du pays. Écoutez, monsieur, ce pouvoir corrompu est très intelligent. Quand on parle sur Gaïd Salah, il faut cesser de dire que Gaïd Salah était quelqu'un qui est à un niveau primaire. Ils veulent à tout prix isoler la Kabylie. La question qu'on doit se poser maintenant, pourquoi ils veulent écarter ou bien isoler la Kabylie de ce mouvement? Ils savent très bien que les Kabyles ont beaucoup appris de leur histoire, que les Kabyles ne seront jamais comme les autres régions. Pourquoi? Parce que les Kabyles sont déterminés pour une transition démocratique. D'ailleurs, si vous avez remarqué, 100% de toutes les communes, de tous les présidents d'APC à l'échelle de la Kabylie, ils ont rejeté catégoriquement les élections. Ils veulent faire comprendre au reste des Algériens que la Kabylie est un continent
seule. Ils veulent faire comprendre aux Algériens que la Kabylie est une région toute seule. Mais ils ont oublié que la Kabylie a été toujours à l'avant-garde. Alors, Omar Tabj, je vous demande de rester avec nous. Je reviens à vous dans un petit moment pour que vous nous parliez de la répression et de ce qui se passe en Kabylie en termes de manifestations. Et Nassim Taleb, sur cette question, c'est comme si dans leur infinie folie suicidaire, ils sont en train de dire « Bon, la Kabylie, de toute façon, on ne peut rien faire, elle est perdue pour nous. Il y a trop de résistance, ce n'est pas la peine de perdre notre temps. Ils ne vont pas voter. Les maires ne vont pas couvrir les élections. Les bureaux de vote ne vont pas pouvoir fonctionner. De toutes les façons, la Kabylie, pour nous, c'est un territoire perdu. On va essayer de la cloisonner, de la séparer du reste du pays, de montrer aux gens que ce n'est pas pareil. La preuve, ceux qu'ils ont attrapés à Mostaganem, à Ennaba, à Batna, avec le drapeau amazigh, ils ont été relâchés. Ceux qu'ils ont attrapés dans l'Algérois, ils sont encore en prison, jusqu'à maintenant. Plusieurs dizaines. Donc, est-ce qu'ils sont en train de dire, attention, celui qui veut faire comme la Kabylie, moi je le lamine. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous ne pourrez pas devenir aussi autonome, aussi indépendant, aussi déterminé et aussi fort que la Kabylie. Est-ce qu'ils sont en train de procéder de cette façon? Qu'ils envoient leurs flics taper dans le manifestant, caché du manifestant à Alger, avec un extrême qu'on n'a pas encore vu depuis le 22 février. Et en Kabylie, ça se passe tout naturellement. Rien, pas de répression du tout. Non, je crois que la Kabylie, sans rentrer un petit peu dans le populisme, elle a gagné ses lettres de noblesse en termes de résistance. La Kabylie, ça reste quand même, il faut bien le dire, ça a été l'avant-garde de l'étoile nord-africaine, du PPA. Il résiste depuis toujours, donc effectivement, c'est pas. Mais en même temps, il faut quand même pas oublier non plus que Alger, pour eux, c'est central. Vous pouvez manifester partout dans le monde, mais Alger, pour eux, c'est la partie névralgique de l'Algérie où le pouvoir risque de tomber. D'ailleurs, on l'a vu. Toutes les manifestations étaient autorisées, sauf à Alger. Oui, mais là, ce n'est plus le cas. Maintenant, les manifestations s'imposent. Elles n'attendent pas d'être autorisées. Et ils ont laissé faire jusqu'à maintenant. Sauf que... Non, ils ont laissé faire parce que le nombre... pas le choix. Oui, ouais. Justement. Parce que le nombre était tellement impressionnant, on ne peut pas non plus emprisonner ou arrêter des millions de gens. En juillet-mars, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes qui descendaient dans la rue chaque semaine. On parlait d'Alger seulement. Alger seulement. Oui. La recrudescence a commencé également en septembre. C'est pour ça qu'ils ont commencé par le mardi. Alors peut-être que le nombre il est moins important, même s'il reste impressionnant, le nombre d'étudiants qui descendent chaque mardi, pour un petit peu lancer des warnings, c'est-à-dire des attentions pour ceux du vendredi. Mais encore une fois, on le voit, la population reste déterminée. Le jeune homme l'a dit, ils ne vont pas nous faire peur parce que tout simplement c'est un tournant, c'est ce moment-là où il faut résister à la violence. C'est à ce moment-là où il faut tenir tête à ce régime d'une manière, encore une fois, non violente et pacifique. Parce que s'ils nous font peur, on rentre dans les rues, c'est comme si on n'avait rien absolument, fait. Absolument. Donc, moi, j'ai un autre message à donner aux policiers, aux gendarmes et aux services de l'ordre. Ces jeunes-là qui manifestent chaque mardi manifestent également pour la dignité du policier, du gendarme, de l'armée, qui vit, lui, une double peine, à savoir il est humilié dans son corps d'origine, qu'il soit de la police, vous connaissez très bien comment ils sont traités, surtout ceux de l'échelle inférieure, on va dire, mais en même temps, ils subissent l'injustice à travers leur famille. Quand ils rentrent chez eux, ils voient l'Algérie comment elle est. Donc ces jeunes-là, il ne faut pas les taper, il ne faut pas les frapper. Au contraire, là, on a vu même en Équateur, où il y avait des protestations, la police et l'armée se sont joints, par tout le monde, mais se sont joints. Ayons ce courage, parce que finalement, Gaïd Salah, c'est quoi? Il se base sur ces gens-là pour se maintenir au pouvoir. Donc ces gens-là doivent rejoindre... Oui, mais Nazim, moi j'insiste pour rester sur la question de la Kabylie. Pourquoi? Parce que moi je connais très bien ce régime, et vous aussi.
il a toujours quelque chose derrière la tête. Ça ne peut pas être innocent, cette histoire du tout répression ailleurs et de la totale ignorance en Kabylie où ils les laissent faire ce qu'ils veulent. C'est un peu comme s'ils voulaient pousser au séparatisme, de façon subliminale, comme s'ils voulaient nous... C'est pas normal qu'un régime qui se dit l'État, les pouvoirs publics, puissent avoir deux comportements différents par rapport à une région et une autre. Dans une région, on laisse faire, on laisse manifester, c'est la démocratie. Ok, messieurs, vous pouvez manifester, vous pouvez porter le drapeau à Mazir. Et ailleurs, non, vous ne bougez pas. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ne veulent pas créer une situation, un état d'esprit qui va s'installer petit à petit sans que nous nous rendions compte pour nous dire que, bon, finalement, en Kabylie, c'est pas comme vous, c'est un État à part. À la limite, ils envoient même des signaux à qui vous savez, pour dire, bon, à la limite, voilà, on vous laisse tranquille, arrangez-vous entre vous, hein, si vous êtes d'accord, nous, on est d'accord pour vous lâcher. Hein. Oui, est-ce que ça ne peut pas aller jusque-là? Mais cette stratégie a été adoptée, Jamel-Din, depuis le début. Rappelons-nous, les premières arrestations étaient ciblées majoritairement vers les Kabyles. C'était pour créer justement ce sentiment où finalement Haddad, Rabarab, après il y a eu Ouihia, etc. pour dire aux gens, vous voyez, il n'y a que les industriels kabyles qui sont arrêtés. Ils ont essayé ça. Oui. Donc exactement. Maintenant, ils essaient... Moi je sais qu'ils ont même envoyé des agents provocateurs à Tizi Ouzou pour stimuler la manif pro-Rabra, pour dire, ah, vous voyez, les Kabyles, pour essayer de réveiller quelque chose. Maintenant qu'ils fassent le contraire, c'est-à-dire la politique finalement du laisser-faire, je dirais oui, c'est tout à fait possible, parce qu'on sait que ce régime va aujourd'hui activer malheureusement ce qu'a fait les colons, les Français à l'époque, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Mais encore une fois, ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais parce que tout simplement, le Sha'b al-Jazairi d'une manière générale, c'est ce régime, comme mieux que peut-être vous et moi, comment il procède. Il essaye de diviser. Alors ça peut marcher, ça peut atteindre les gens de faibles, comment dirais-je, faibles ou sous influence, etc. Oui, mais la majorité reste quand même... Mais il y a beaucoup de gens, de part et d'autre, des séparatistes extrémistes en Kabylie, et aussi des arabistes extrémistes ailleurs, qui sont en train de parler du Zouaf. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Depuis le début. Ça me rappelle, moi, avant l'indépendance de 2 ou 3 ans, que la France s'est rapprochée des populations du Sahara, du Mzab entre autres, pour leur dire, écoutez, maintenant c'est le moment, si vous demandez d'être séparés du reste de l'Algérie, nous, la France, on est bien disposée à vous accepter ça. Oui. Et les gens du Sahara ont dit non, nous, on est de l'Algérie, on est dans l'Algérie, on restera dans l'Algérie. Mais c'est pour ça que quand on voit, par exemple, les manifestations du MAC en Kabylie, ils sont systématiquement expulsés. Les Hirak, quand ils parlent, par exemple, c'est pour ça que moi, j'ai une grande confiance, j'ai un grand optimisme dans l'intelligence de ce peuple pour ne pas rentrer dans ce piège de la division. Parce que la division, encore une fois, ce régime l'a utilisé à plusieurs reprises. Dans les années Boumediene, il a utilisé les communistes contre les islamistes. En 92, il a utilisé les laïcs contre les islamistes. Cette fois-ci, il va utiliser Bedissia, Novembria contre les Zouaves. On l'a vu à la télé où le Zouave est carrément... À la télé publique, ils ont prononcé le mot. Exactement. Donc moi, sincèrement, je crois que le peuple a la maturité, sait que ce régime va utiliser tous les leviers pour diviser le Hirak. Et heureusement, fort heureusement, ça n'a pas marché à ce jour. Fatah Titouche, sur ce point, on ne comprend pas comment un État, un régime, on ne dit pas un régime, allez, c'est un État, c'est l'État algérien, c'est la République algérienne. Comment peut-elle avoir deux comportements, deux attitudes aux antipodes l'une de l'autre? À Alger, on réprime, on casse du manifestant. À Tizi Ouzou, on laisse manifester. Ailleurs, on relâche les gens qui ont été arrêtés, qui brandissaient des drapeaux Mazir, et à Alger, on les incarcère. En Kabylie, on les laisse faire. Ça veut dire quoi? Ça procède de quelle intention, ce genre d'attitude?
Ce n'est pas une intention, M. Benchenouf, c'est une stratégie qui est là et depuis quelques mois. Vous vous rappelez, sur votre plateau, on avait parlé à l'époque du drapeau berbère. Moi, personnellement, j'avais précisé que je ne suis pas un identitariste, je suis pour un État civique, des droits et des devoirs. Au-delà, je ne me résume pas à une langue, je ne me résume pas à une religion. Pour moi, un État doit être civique, un État doit être l'État de l'Algérien, des droits et des devoirs. Pourtant, à ce moment-là, moi, j'avais dit qu'il fallait être solidaire, non pas pour le drapeau, non pas parce qu'on est convaincu de la cause de ce drapeau, mais parce que l'intention du pouvoir était justement que partout ailleurs disparaisse ce drapeau et qu'il ne reste qu'en Kabylie pour isoler cette région. Leur stratégie, elle est claire. Dire que toute cette révolution, tout ce mouvement n'est que une révolution des Kabyles qui voudraient un État comme ils le veulent, qui voudraient tout changer, etc., etc. Finalement, ce discours-là, en fait, il le servent sur tous les réseaux sociaux. Il suffit juste d'aller faire un tour sur les pages du régime pour voir à quel point ils ont un discours raciste. La dernière fois, j'en ai parlé aussi. Mais je voudrais signaler aussi que, par exemple, aujourd'hui, à Borj Boualerij, selon TSA, les manifestations sont revenues, les gens de Borj sont revenus dans la rue, et il y a eu des interpellations aussi à Borj Boualerij. Pourquoi aussi? Parce que Borj Boualerij, on va se rappeler qu'ils ont essayé d'instrumentaliser par exemple les tifos qu'ils finançaient pour essayer de faire passer des messages pro-régime, tifos financé par un pro-régime, un industriel sorti tout droit des plis du régime qui finançait des tifos où il y avait des messages pro-régime. Et quand les manifestants de Borj s'en sont aperçus, alors et en plus, il avait offert une vache ou un bœuf pour faire du couscous à la population, aux manifestants. Et quand les manifestants se sont aperçus de l'arnaque, ils ont cotisé entre eux, ils sont allés chez lui, ils lui ont jeté l'argent qui lui a servi à acheter la vache ou le bœuf, et ils lui ont rendu le tifo. Et je vous laisse poursuivre. Exactement. Donc du coup, si on prend ces deux paramètres-là, on va comprendre que pour eux, Borj, c'est une région qu'ils peuvent récupérer pour leur discours, pour leur propagande, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a énormément de conscience à Borj Boualerij. Vous venez de rappeler comment ils ont détourné et déjoué tout cela. Donc, pour eux, il ne faut pas que ça revienne, mais que ça revienne dans l'autre sens. Et d'un autre côté, ils savent aussi, c'est une vérité, ils savent aussi qu'en Kabylie, ça va être compliqué pour eux. Pas parce qu'ils sont supérieurs aux autres, tout simplement parce que cette région-là a emmagasiné dans son histoire collective énormément de sacrifices et aussi a appris beaucoup par le tribut lourd qu'elle a payé. Faites un titouche, etc. Faites un titouche. J'aimerais revenir à cette question que je vous ai posée parce que moi, elle m'inquiète vraiment. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Par exemple, ce dimanche, la marche parisienne de la diaspora algérienne à Paris, il y a eu un gros incident à cause de l'intrusion des gens qui portaient le drapeau du MAC. Un au début de la marche et plusieurs autres enfin à la queue de la manifestation. Et ça a été vraiment, c'est un travail de stratège. Hein. Et ça a failli dégénérer. Alors qu'ils n'avaient rien à faire, les gens du MAC, dans cette manifestation, qui étaient là pour l'Algérie. Ce n'est pas pour le séparatisme. Donc c'était visiblement de la provocation. Ils voulaient faire dégénérer cette manifestation. Heureusement, grâce à la sagesse des manifestants, il n'y a pas eu de violence, ou très peu. Il a fallu que la police française intervienne pour séparer les gens. Autre chose, on lâche sur les réseaux sociaux une députée chef de parti qui traite nos compatriotes kabyles de zouaves. À longueur de semaine, tout le temps, vidéo après vidéo, où elle appelle littéralement
à la guerre civile. Une plainte a été déposée contre elle. Plainte qui, nous dit-on, a disparu du parquet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que je vous ai cité. On arrête des gens qui portent drapeau amazighi ici, pas en Kabylie, pas dans l'Algérie aussi on les arrête. Il semble y avoir comme quelque chose qui se trame derrière. J'ai l'impression que ce ne sont ni des hasards, ni des cas fortuits qui se présentent comme ça et qui se télescopent. À votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière qui va dans un sens ou dans un autre? J'aimerais tellement que ce ne sont que des tentatives de division et d'isoler cette Kabylie et qu'il n'y aurait pas quelque chose de beaucoup plus structurel, c'est-à-dire un racisme d'État carrément, et parce que ça aurait été beaucoup plus grave que tout. Il y a un racisme d'État et qu'il y ait une sorte de fou furieux qui jouerait sur des questions aussi sensibles que de retourner des citoyens contre d'autres. Donc à cela, il faudra qu'on réponde, il faudra qu'on explique aux uns et aux autres que dans cette région, la Kabylie, qui est la mienne aussi, qui est ma région, il faut arrêter avec l'excès de zèle. Et de toute façon, de toute évidence, j'en suis même convaincu qu'on a appris beaucoup. Et cette région sait que c'est une région, de toute évidence, le séparatisme a quasiment disparu à partir du moment où il y a eu union nationale, à partir du moment où il y a eu cet élan énorme, cet élan magnifique entre tout le peuple algérien pour demander finalement la même chose, c'est-à-dire un État dans lequel nous pouvons tous vivre librement avec nos différences dans le respect. Et ça, cet idéal-là a été épousé par quasiment l'extrême majorité des Kabyles. Donc, du coup, le séparatisme a disparu. Et il ne faut pas qu'il revienne d'ailleurs. Et c'est pour cela que l'autre fois, moi, je suppliais, je souhaitais, est-ce que toutes les régions soutiennent pour qu'on cesse, pour qu'on n'isole pas cette région, parce qu'il y a un lourd passé. Et ce lourd passé, c'est un paramètre qu'on peut le regretter, on peut regretter que ce soit comme ça, mais hélas, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont attachés, par exemple, à ce drapeau. Moi, je peux le regretter qu'ils soient attachés à ce drapeau, mais c'est un fait. Ils sont attachés à ce drapeau. Il faudra qu'on commence à accepter qu'il y a un travail à faire. Nous allons le faire, mais sans la présence de ce régime-là. Il faut qu'on se débarrasse de ce régime et qu'on puisse se parler entre nous, entre Algériens, qu'on se parle des différences. Et à propos des spécificités, il n'y a pas que la Kabylie, il y a beaucoup de spécificités qui peuvent être... Bien sûr, Rabah Titouche, il y a des spécificités dans toutes les régions d'Algérie. Chaque région a sa spécificité. Mais restez avec nous. La pauvreté oui. n'est pas propre à une région. Absolument. Restez avec nous. Nous avons Omar Tabet qui est revenu, qu'on a réussi à joindre de nouveau. Omar Tabet, l'étudiant, le rôle de l'étudiant dans le Hirak, dans le mouvement de contestation, dans la révolution du 22 février, comment le voyez-vous? Omar Tabet? Oui, je vous entends parfaitement. Comme vous avez dit, le rôle de l'étudiant durant cette révolution, il faut savoir une chose, c'est que c'est tout le monde qui compte sur les étudiants. D'ailleurs, sur votre émission, vous parlez toujours du rôle des étudiants et vous avez dit à maintes reprises que l'étudiant est toujours la locomotive du mouvement de 22 février. Si vous avez remarqué, à partir du 26 juillet, les étudiants ont rejoint cette révolution en disant toujours à maintes reprises que l'étudiant est déterminé pour aller vers une transition démocratique. L'étudiant est déterminé pour construire l'Algérie de demain. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que ce pouvoir n'est pas créatif. Ce qui veut dire, le pouvoir n'est pas créatif. Ils utilisent toujours les mêmes manœuvres machiavéliques. La question qu'on doit se poser maintenant, pourquoi en Kabylie, ils ne font pas la répression, mais par contre agissent ici? Si vous avez aussi remarqué, c'est que la plupart des enlèvements sont tous des Kabyles. Alors maintenant, on doit comprendre une chose, on doit faire comprendre une chose aux gens et aux citoyens algériens, c'est qu'ils veulent à tout prix écarter la Kabylie, ils veulent à tout prix isoler la Kabylie. Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils savent très bien que la Kabylie
et déterminé pour aller vers une transition démocratique. Aujourd'hui, on remarque des manœuvres, on remarque des changements au sein du pouvoir, mais ils n'arrivent pas à comprendre que le peuple qui est sorti à partir du 22 février est déterminé pour un changement radical du système et non un changement radical dans le système. Ils ont peur des Kabyles. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce combat est pour tout un système et ne pas contre des personnes. Actuellement, moi, je ne serai pas satisfait si Gaïd Salah va déposer sa démission. Je ne suis pas satisfait si Bedoui va démissionner. Je ne serai pas aussi satisfait si Ben Salah ne sera plus dans ce système. Maintenant, ce qui concerne le peuple, c'est qu'on doit aller vers une transition démocratique. Même si ce sera mon père qui sera ici pour participer à ces élections, nous allons rejeter ces élections et catégoriquement. C'est ça, on doit l'expliquer à tout le peuple algérien. Les Kabyles sont des Algériens comme tout le monde. Les Kabyles ont fait la révolution comme tout le monde. Les Kabyles veulent préserver leur nation comme tout le monde. Et malheureusement, ce peuple a joué une carte de division depuis la nuit des temps. Qui a joué la carte de division? C'est ce système mafieux. C'est le système, vous avez dit, le peuple a joué la carte de division. Heureusement, parce que le peuple en ce moment est en train de scander Khawa Khawa dans tout le pays, aux quatre coins du pays. Et on n'a jamais vu les Algériens aller les uns vers les autres et se souder et refuser de se laisser diviser comme cette fois-ci. Donc, la moindre des choses est de reconnaître à ce peuple, tout ce peuple, Kabylie et le reste du pays, la volonté farouche de rester ensemble pour un même destin et regarder dans le même sens. Effectivement. Maintenant, c'est le système qui a joué cette carte de diviser pour mieux régner. Il ne faut pas nier que ce pouvoir corrompu a joué toutes ces cartes et n'a pas réussi. Parce qu'aujourd'hui, le peuple qui est sorti à partir du 16 février à Kharata et à partir du 22 février à l'échelle nationale a dit que nous sommes tous des Algériens, que nous sommes tous sortis pour une Algérie meilleure et démocratique. Maintenant, ce pouvoir est arrivé à sa fin. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a vite de la scène politique. Le dernier espoir de ce pouvoir, c'est Hamrouche. Hamrouche a dit clairement que ce système doit partir. Merci Omar Tabet. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions. Nous allons regarder quelques images de la répression, puis nous allons revenir au débat. دخلنا الباب طلقنا انا يا اخويا اسمع الله يبارك يا اسمعني اسمع انا تاع بوليس البنتو شارك وما شارك شوف انا واش درت شوف البوليس طايح قال لك انا انا ما جبناش الكوكايين ياك ما جبناش نحطكم ومن بعد في الكوميساريات نورمالمون اللي راهي وصل لي في مرحبا كاين خلل في القرار. Alors, Nazim, d'abord, avant de parler du communiqué, d'abord le communiqué du FFS, regardez ce qu'il dit.
Le FFS, ce 8 octobre, il déclare ceci dans un communiqué. Les arrestations et mises en détention sans fin des animateurs du mouvement révolutionnaire pacifique qui ont pour finalité un climat de peur et de démobilisation. C'est le FFS qui le déclare aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, moi j'aimerais qu'on parle un peu des candidats à la présidentielle. Du moins les poids lourds, entre guillemets bien sûr poids lourds, puisque les poids lourds vont rapporter au maximum 5 à 6%, si tant est qu'il y ait un vote. Alors, on ne les entend plus. Ils ne déclarent rien, ni contre la répression, ni pour le régime, et ils sont non concernés. C'est des candidats au présidentiel. Alors, ils devraient s'impliquer en premier chef, et au premier, plus que tout le monde, sur ce qui se passe dans le pays, qui est très grave. Or, ils sont aux abonnés absents. On ne sait même plus s'ils sont candidats. Ils ne font rien, ils ne se déplacent pas, ils ne font pas de déclaration, même à titre privé. À votre avis? Bon, je répondrai un petit peu en posant la question, croyez-vous qu'un patriote, quelqu'un qui est vraiment aux côtés de ce que vit le peuple comme un moment, je dirais, grandiose de son histoire, qu'il est en train d'écrire avec des lettres en or, puisse avoir ou effleurer son esprit de se porter candidat dans des conditions pareilles. Par conséquent, celui qui se porte candidat aujourd'hui est tout simplement, il trahit les aspirations de ce peuple. Donc, franchement... Lui est en train de vous dire, non, ce n'est pas tout le peuple qui est dans la rue. Tous ceux qui ne sont pas dans la rue sont pour les élections. C'est eux qui disent, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, mais, non, je veux dire, peu importe le nombre, on sait que l'Algérie vit une convulsion. On sait qu'une nouvelle Algérie risque de naître de cette révolution, comme on appelle ça, du sourire depuis le 22 février. Alors, certes, dans toute révolution, ce n'est pas tout le monde qui sort dans les rues. Ça, on n'est pas non plus, on n'est pas naïf, on sait très bien. Mais comparativement à d'autres révolutions, c'est tout simplement énorme. Oui. C'est-à-dire, en termes de nombre, il n'y a pas de révolution qui me vienne à l'esprit qui a vu, dans les débuts, la moitié de la population sortir dans la rue. C'est tout simplement exceptionnel. Et sur une durée aussi longue que 8 mois. Oui. On approche des 8 mois. Et donc, au milieu de difficultés économiques absolument effrayantes. Et qui vont s'aggraver d'une manière inexorable dans les prochains mois. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que se porter candidat aujourd'hui, c'est tout simplement trahir les aspirations de ce peuple. Donc, pour répondre exactement à votre question, c'est des gens qui ne vont dire rien du tout, parce que tout simplement, c'est des gens qui se sont portés candidats parce que le téléphone a sonné. Toi, tu vas te porter candidat, toi, tu vas te porter candidat. Et sur les poids lourds, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce sont les mêmes qui faisaient partie de l'ancien régime. Vous prenez Ben Felice, vous prenez Tebboune, vous prenez Mehoubi, vous prenez maintenant Tej, qui vont sûrement porter un nouveau candidat. À qui on veut faire croire cette mascarade? À l'Algérien aujourd'hui, après 8 mois de Hirak, c'est impossible. C'est l'ancien régime. Et vous avez oublié quelqu'un, l'ex-ministre qui a dit c'est moi le président, ne cherchez pas, le président est déjà élu, c'est moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comment il s'appelle? Ben Guerina. Ben Guerina, vous avez Abdelaziz Belaïda Abdelaziz. Voilà. Mais Belaïda Abdelaziz n'a jamais été ministre. Oui, bon, en tout cas, c'est les mêmes, c'est exactement le même système. Donc, encore une fois, et en plus, celui qui se porte candidat, il doit développer un programme. On ne les entend pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, même le ministre a du mal à se déplacer dans l'Algérie, aussi bien à Alger que l'Algérie profonde, oui, ou même dans les grandes wilayas. Absolument. Il est hué, il est chassé, pourchassé, etc. Alors que ne serait-ce un simple candidat à la présidentielle. Et aujourd'hui, on dénombre 133. C'est vous dire la farce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est des gens, moi pour moi, ils doivent revenir à la raison. Ils doivent... Tout simplement. Il l'a dit, Msdour. Vous pensez que ce n'est pas trop tard pour eux? Non, Msdour, moi, malheureusement, il s'est fait embarquer dans cette aventure, ou dans cette mésaventure, je dirais, mais il l'a dit. Msdour, dont nous rappelons qu'il est imam et enseignant à l'université. Oui, enseignant à l'université en économie. Qui a dans le titre Monsieur le professeur.
Donc Mesdour, il a dit les conditions ne sont pas réunies, on oblige le candidat à se déplacer. Il est toujours candidat. Oui, il est toujours candidat, mais au moins il a eu quand même le courage de dire « Ah, c'est pas comme je le croyais ». C'est-à-dire que ce n'est pas aussi transparent. Au début, il a dit, si Bedoui et Ben Saleh ne sont pas écartés, je ne me présenterai pas. Et il a dit, toutes les conditions sont réunies qui nous montrent qu'il va y avoir fraude électorale. Non, il l'a dit, la vidéo existe. Je ne peux pas personnaliser, ouais. je vais vous dire juste pour que ces personnes, à un moment donné, il faut qu'ils fassent marche arrière. Il faut qu'ils ne soient pas contre la marche de l'histoire. Il ne faut pas qu'ils soient contre cette gestation qui va donner une Algérie grande de par son territoire, de par son peuple, de par sa diaspora, de par sa position géostratégique, de par ses richesses aussi bien naturelles que humaines. Il ne faut pas être contre cette Algérie qui inexorablement va donner lieu à une Algérie nouvelle où l'Algérien peut, sans avoir peur, manifester, protester, faire un parti, faire une association, un Algérien qui sera digne aussi bien pour celui qui est un citoyen normal, mais aussi pour les forces de l'ordre. C'est pour ça que c'est un moment à ne pas rater. C'est un moment historique où j'appelle justement de ce plateau les gens qui se sont portés candidats de revenir à la raison et de ne pas être contre la volonté du peuple. Alors, Rabh Titouche, Fatah Titouche, pardon, Fatah Titouche, vous êtes avec nous? Oui. Alors, j'attends de vous voir, hein, voilà. Fatah Titouche, ces gens qui se portent candidats, et sans qu'il soit question de campagne électorale, hein, on ne parle pas de la campagne électorale, mais il y a des engagements sur lesquels on ne peut pas passer, des réactions qui devraient être quasiment automatiques quand on est à ce niveau-là, quand il est question de graves accusations contre le régime, quand il est question de répression très violente contre des manifestants pacifiques, quand il est question quasiment d'appel à la guerre civile émis par des personnalités publiques. Pourquoi sont-ils aussi absents? On n'entend plus parler d'eux, comme s'ils s'étaient enterrés. Ils ne sont plus là, ils sont absents, ils sont aux abonnés absents. Alors, j'imagine que quand ils ont participé à cette élection, c'est pour eux une élection de laboratoire. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de faire une campagne, ils doivent aller voir peut-être des éléments de l'état-major pour essayer d'avoir des garanties, peut-être des postes ou des choses comme ça. On va revenir à des principes simples. Quand on est vraiment démocrate, on ne peut pas participer à une élection dans laquelle Borga est en prison, dans laquelle Karim Tabou, qui aurait pu être candidat, est en prison. C'est la moindre des choses. La moindre des choses, c'est de considérer que on peut vouloir être président, mais qu'on soit élu, réellement élu par le peuple, dans un climat détendu, quand le peuple veut voter, quand il y a les conditions pour exposer une vision, et pas dans des conditions dans lesquelles tous les vendredis, une très grande partie de la population sort et refuse ces élections. Quel président voudrait être élu par une petite ou une minorité du peuple contre une grande majorité? Et par rapport à ceux qui ne viennent pas dans les manifestations, alors d'abord qu'ils nous prouvent que ces gens sont pour les élections parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, et un autre point, d'un autre côté, ceux qui font l'histoire, c'est les plus actifs, c'est ceux qui sortent, c'est les gens qui manifestent qui font l'histoire et non pas les silencieux. Ces gens qui ne sortent pas, peut-être ont-ils des raisons, peut-être ont-ils des peurs, des interrogations, peut-être sont-ils des indécis ou peut-être sont-ils juste des démissionnés, des personnes qui peut-être ont douté ou doutent encore ou attendent de voir comment ça va se dérouler. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une énorme population qui manifeste tous les vendredis, tous les mardis, et ceux-là sont clairs. Ils ne veulent pas d'élection sous le même régime. Ils veulent un changement radical, ils veulent vivre dans un pays démocratique. Ils ne font pas confiance à cette justice qui met en prison des femmes, qui met en prison des militants, de braves militants,
qui met en prison la crème de cette société finalement. Il ne croit pas non plus à tout ce gouvernement-là qui a été de tous les régimes finalement, de tous les gouvernements corrompus. Un Bedoui qui est un architecte de la fraude et de la fraude. Donc du coup, Monsieur Taleb, je suis assez d'accord avec lui quand il dit qu'ils ont trahi, mais personnellement, moi, je ne peux pas insulter l'intelligence de Mesdour et me dire qu'il s'est trompé ou qu'il y aurait quelque chose qui l'ait trompé. Il savait à quoi il s'attendait, il est parti, et pour ma part, la passoire de la Révolution a fait son travail, il a choisi son camp. Qu'il quitte cette élection ne changera pas. Nous avons vu par exemple des positions comme celle de Hamrouche où par exemple, moi j'ai des bruits que aussi Ebrahimi va prendre position bientôt dans les jours à venir. Les personnalités qui ont des principes ont pris des positions et cette révolution, en fait, au final, il y a deux camps et il faudra savoir choisir le camp du peuple, le camp de la dignité, le camp de la liberté, de la démocratie, le camp de la compétence d'une nouvelle Algérie et le camp finalement du passé de la corruption. Et restez avec nous, nous allons aborder le dernier point, il ne reste plus beaucoup de temps. Nazim, sur la lettre que M. Bourga, l'Akhdar Bourga, le commandant Akhdar Bourga, a publié pour la première fois depuis son incarcération. Justement, à l'occasion du 8 octobre. Elle est longue, elle est très émouvante, c'est une véritable profession de foi révolutionnaire d'un véritable ancien moujahid, d'un authentique, lui, et qui était commandant pendant la Révolution et qui a côtoyé les plus grands révolutionnaires et qui a refusé de se laisser acheter par ce régime et qui a fait des déclarations fracassantes en faveur du mouvement révolutionnaire qui se déroule en ce moment. Et donc, je vous recommande vivement de lire toute la lettre, une lettre que ses avocats ont rendue publique. Je me contenterai de vous lire un petit passage. Alors, je le cite. « J'ai accompagné les frères et sœurs parmi le peuple algérien dans leur hirak et j'ai soutenu leurs revendications légitimes, de même que j'ai toujours appelé à préserver le caractère pacifique des manifestations. J'ai aussi refusé les sollicitations de responsables politiques au plus haut sommet du pouvoir, uniquement parce que le peuple les rejette en tant que personne. » Fin de citation. Et donc la lettre vient affirmer et réaffirmer cet engagement de cet homme et dans le même temps qu'il transmet un message d'espoir et de détermination à ceux qui sont dans la rue aujourd'hui à se battre pour essayer d'instaurer un état de droit. Moi, j'aimerais quand même rappeler quel régime on a en face. C'est un régime qui, pour se maintenir au pouvoir, est capable de salir la mémoire des gens comme l'Akhdar Bourga, où on a dit que ce n'était pas l'Akhdar Bourga qui était commandant. Oui. Où on a dit que ce n'est pas Ali Lapointe, il est mort. Il n'est pas mort. Et on a dit que c'est un déserteur de l'armée française. Et on a dit sur... pas Zahra Drif... désolé. Bouhaired. Jamila Bouhaired, ce n'était pas elle. Donc voilà ce qu'on a en face. C'est des gens qui ont fait leurs preuves et qui font toujours leurs preuves, malgré son âge. Commandant Bourga et Jamila Bouhaired, merci de l'avoir rappelé, qui elle aussi est toujours à l'avant-garde des manifestations, exactement, toujours présente. Et c'est pour ça que le poids sur nos épaules est tellement grand. C'est-à-dire qu'eux, ils militent pour cette Algérie qui a, je dirais, pris forme au sein de l'ENA, qui a été matérialisée par la révolution de 1954. Et ces gens-là militent depuis plus de 60 ans, 65 ans pour certains d'entre eux. Et donc, ceux qui disent « oui, on est fatigué, on n'y arrive pas, etc. » alors que ça fait que 8 mois, nous donnent de l'espoir. Nous dit
Au fait, finalement, le message, c'est « j'ai 86 ans ». Mais je reste avec vous. J'adhère à vos revendications. Et il voulait faire grève s'il n'avait été dissuadé par ses avocats. Il le maintient toujours. Ses avocats lui ont fortement déconseillé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se bat toujours. C'est quelqu'un qui, finalement, je vous le dis, le message, nous qui avons des jeunes, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit de lâcher prise, on n'a pas le droit de démissionner. Quand on voit des gens qui combattent depuis 60 ans, comme l'Akhdar Bourga'a, comme vous l'avez cité, son nom, Jamil Abouhaired, et bien d'autres. Encore une fois, l'Akhdar Bourga'a montre à quel point ce régime est vraiment détestable dans ses pratiques, détestable dans la manière où il gère l'Algérie, détestable dans la manière où il salit la mémoire collective, parce que l'Akhdar Bourga'a, finalement, c'est la mémoire collective de tous les Algériens. Et malheureusement, c'est lui qui est en prison, et ce n'est pas ceux qui ont spolié, qui ont mis à genoux, qui ont vendu au plus offrant l'Algérie que malheureusement on souhaiterait pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Le Fatah Titouche, alors, Bourga'a, comme vient de nous le dire Nazim, finalement, il a le beau rôle, hein, il a un très beau rôle. C'est magnifique ce qu'il est en train de vivre après avoir participé de façon absolument remarquable à la révolution qui a libéré l'Algérie. Voilà que maintenant, à son âge, à 86 ans, il est non seulement aux avant-gardes, il est dans les geôles du régime qui a confisqué l'indépendance du pays et qui a remplacé le colonialisme au pied levé. Et Bourga'a, dans ces geôles de ce régime, est en train, lui, malade, fatigué, qui voulait entreprendre une grève de la faim, est en train de nous envoyer un formidable message d'espoir, et il est en train de nous demander de tenir et que ce régime finira par partir, par s'en aller, par les égouts de l'histoire. Fatah Titouche. Fatah, juste 30 secondes, oui, désolé. Hein. Oui. Il ne faut pas oublier que Bourga'a... Oui, pardon, Fatah. Non, 30 secondes. A subi les pires tortures sous Boumediene. Ça, il ne faut absolument pas l'oublier non plus. Voilà. D'accord. Alors, Fatah Titouche, pardon de vous avoir interrompu. Désolé, Fatah. J'ai entendu hier, enfin j'ai regardé hier la conférence de presse conjointe qui a été animée par Bouchachi, entre autres, Rani Badi et Maître Nabila, qui racontait en fait justement, elle racontait que les détenus, parce qu'ils se partageaient, vous savez, les familles, ils ont le droit de recevoir leurs familles une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et donc du coup ils se partagent ce qu'ils reçoivent, et à chaque fois, au départ, en fait, en premier lieu, ils vont aller essayer de voir l'Akhdar Bourga'a, s'ils voudraient prendre quelque chose, et lui, de son côté, leur disent « Mais non, oubliez-moi, parce que moi, je suis habitué, regardez les jeunes, eux, ils ne sont pas habitués. » L'Akhdar Bourga'a est en train de faire de donner un exemple, d'être l'exemple. Et je voudrais juste témoigner d'un ami à moi qui a été, d'un militant, qui a été contacté ou harcelé plutôt par des services, les services algériens. Enfin, on ne sait pas si c'est des services secrets ou pour lui, il se présentait comme un intermédiaire entre l'armée et lui. Et dans sa tentative de lui faire peur, dans sa tentative d'essayer de le dissuader en lui disant que de toute façon vous vous battez pour rien, ce peuple il va te lâcher, tu vas finir finalement, tu perdras tout, je te conseille de rentrer. Et il lui a répondu par quelque chose de très beau. Il lui avait dit: vous avez en fait dépolitiser le pays parce que vous avez corrompu tout le monde. Vous avez réussi à un moment donné à faire croire aux gens que finalement tous les politiques, tous les militants sont des corrompus et ils ont tous un prix. Il lui a dit: moi je suis prêt à être l'exemple. Voilà, c'est magnifique. Cet homme, oui, cet homme est admirable. J'ai personnellement pour lui le plus grand des respects et la plus fraternelle des estimes. Abdel Jabbar, l'étudiant, notre étudiant de l'Université d'Alger, a souhaité intervenir
pour nous dire quelque chose très vite, Abdel Jabbar, parce qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. بون بالنسبه للاخ باشان فؤاد Oui, طالب من جامعه باب الزوار. اللي خطفوه. يعطيك الصحه. غدوه ان شاء الله راح يجوز على البروكيرور تاع محكمه باب الواد. واش علاه واش قالوا واش التهمه واش هي التهمه؟ الله اعلم. انا كلمت المحامي قال لي مازال ما على بالوش لانه ما قدرش يقول له. ايوه هذا المحامي تاعو ما على بالوش بالتهمه، هذه عمرها ما صرات، ما تصرى غير عند هذا النظام. محامي ما على بالوش علاه راح يفوت، على بالو راح يفوت وما على بالوش علاه. وغدوه احنا على بالنا التهمه اللي اعتقلوا فيها. سي انكرويابل والله. الحصول بارك الله فيك سي عبد الجبار. Avec ça, ils veulent nous faire croire qu'on va, avec les élections, aboutir à un État démocratique. Un État démocratique. والله يعجب. Vraiment stupide. يعجب. السيد راح يفوتوه غدوه، خطفوه. هو يتظاهر بصفه عفويه، خطفوه الدواء ما على بالناش بين، وكي سمع به لافوكا تاعو سمع به راح يقدموه غدوه بصح ما على بالوش علاه. سبحان الله. نزيم طالب ميرسي بوكو، فاتح تيتوش ميرسي بوكو، عبد الجبار ميرسي بوكو، et notre ami, j'ai oublié son nom, Omar Tabet من تيزي وزو. ميرسي بوكو، ميرسي à vous chers amis de nous avoir suivis. هاكم تشوفوا الخوا هاد الناس هذم راهم يستعملوا كل الحيل وكل الاسلوب باش يدخلونا في العنف، باسكو العنف هذا هو المخرج تاعهم. لو كان ما يكونش العنف راح يطفاو كي الشمعه ويروحوا من الزيقوات حاشاكم. دونك احنا سلميه مهما داروا السلميه، ونبقاو خوا ما نخليهمش يفرقونا. راهم يديروا كل في وسعهم باش يفرقونا مع خاوتنا تاع الجهه هذيك وتاع الجهه هذيك وتاع الجهه هذيك. ما حنا نقولوا لهم والو، حنا خوا وسلميه وبقاو على خير. شكون الخاين اللي كاين راهو باين يا صيفاض الكان. خوا ما بيناتناش عداوة، نخرج اليوم وغدوة ندافع عليك يا بنادي. حبي وفؤادي نفتيه بروحي ودمي، نخسر مالي وكاع جهدي باش نشوفها بالعلالي. خوا ما بيناتناش عداوة، نخرج اليوم وغدوة ندافع عليك يا بنادي. حبي وفؤادي نفتيه بروحي ودمي، نخسر جهدي وكاع مالي باش نشوفها بالعلالي. سلمي ومتحضر، خرج غير يطلب في حقه وما خرج ماشي خسر. حير كاع العالم وجامي يستسلم، واللي بغى يخرب في الدم تخلص عليه مار. جزايرنا حرة ديمقراطية، والشعب هو السلطة وخلصت القضية. يا ولاد الشهداء صايدرنا الإرادة، غادي نقول عصابة ويتنحاو كاع. خوا ما بيناتناش عداوة، نخرج اليوم وغدوة ندافع عليك يا بنادي. حبي وفؤادي نفتيه بروحي ودمي، نخسر مالي وكاع جهدي باش نشوفها بالعلالي. خوا ما بيناتناش عداوة، نخرج اليوم وغدوة ندافع عليك يا بنادي. حبي وفؤادي نفتيه بروحي ودمي، نخسر جهدي وكاع مالي باش نشوفها بالعلالي.